Marseille, ville de soleil, de mer, de poésie brute et de poudre. Ici, les façades colorées cachent des cicatrices. Les nuits sont traversées par des éclairs qui n'ont rien de romantique. Et depuis quelques années, un mot circule dans les conversations à voix basse. Un mot qui glace même ceux qui pensaient avoir déjà tout vu. DZ Mafia. Un nom qui ne vient pas d'un quartier, qui vient d'un pays. DZ, comme le code international de l'Algérie. Un nom qui ne désigne pas un clan traditionnel, mais une génération entière. Une organisation multiforme, insaisissable, agressive, qui a redéfini la violence dans les rues de Marseille. Mais ce soir, on ne va pas parler de la DZ Mafia en général. On va parler d'un garçon, un adolescent de 18 ans, originaire de Gardanne, une petite ville tranquille à 30 km de Marseille. Un gamin comme des milliers d'autres. Sauf que celui-là a franchi une ligne que la plupart n'imaginent même pas. Il s'appelle Matteo, on l'appellera plus tard Pépito. Et en quelques semaines, il est passé d'adolescent paumé à tueur le plus recherché des quartiers nord. Avant de poursuivre, prends un instant. Abonne-toi, active la cloche, parce que ce que tu vas entendre n'est pas un documentaire ordinaire. C'est une plongée dans l'âme d'un enfant devenu arme. Une histoire vraie, brutale, qui dépasse la fiction. Et maintenant, la nuit avance. Et Matteo aussi. Le vent chaud remonte des collines sèches de Gardanne et traverse les rues endormies comme un souffle qui hésite entre la paix et le désastre. Gardanne, une ville de 20 000 habitants, coincée entre Aix-en-Provence et Marseille, une ville où les familles travaillent, où les enfants vont à l'école, où les terrasses des cafés se remplissent le dimanche. Une ville normale, banale même. Mais derrière les façades couleur ocre, derrière les volets fermés, quelque chose couve. Dans une maison comme les autres, un adolescent marche en rond. Il ne dort plus vraiment, il mange à peine. Il disparaît des heures entières, revient au petit matin avec une odeur de fumée froide accrochée à ses vêtements. Sa mère s'inquiète. Elle pose des questions, il ne répond pas. Ou il ment, des mensonges maladroits, transparents, que personne ne croit vraiment, mais que tout le monde fait semblant d'accepter. Son petit frère Enzo le surveille du coin de l'œil. Il sent que quelque chose a changé, que le grand frère qu'il admirait devient un étranger, que ses silences sont trop lourds, que ses regards sont trop vides. Matteo a 18 ans, un visage encore rond, marqué par l'acné, des yeux qui pourraient être ceux de n'importe quel lycéen. Rien dans son apparence ne trahit ce qu'il s'apprête à devenir. Rien ne laisse présager la violence qui grandit en lui comme une plante noire, silencieuse, affamée. Il sort sur la terrasse, respire fort, fixe l'horizon comme si la ville lui devait quelque chose. Depuis des semaines, il disparaît sans explication. Il fréquente des gens que sa famille ne connaît pas. Il parle une langue nouvelle, faite de codes, de signes, de silences calculés. Il a commencé à se sentir important, à se sentir regardé, à se sentir existant. Et c'est précisément ce sentiment qui va le perdre, car Matteo ne cherche pas l'argent. Pas vraiment. Ce qu'il cherche, c'est bien plus dangereux. Il cherche une identité, une place, un rôle dans un monde qui jusque-là ne semblait pas avoir besoin de lui. La maison familiale lui semble trop petite pour contenir le poids de son agitation. Ses mains tremblent parfois. Pas de peur, d'impatience. Comme si quelque part, un monde l'appelait et qu'il ne pouvait pas encore y entrer. Un monde où la force fait loi, où un nom se construit à coups de violence et de silence. Où l'on existe enfin. Ce soir-là, Matteo allume une cigarette sur la terrasse. Il observe les braises se consumer, orange vif dans la nuit bleue. Son téléphone vibre. Un message. Court. Une adresse. Une heure. Rien d'autre. Il ne sait pas encore qu'il s'apprête à franchir une ligne invisible. Il ne sait pas qu'une fois passé, revenir sera impossible. Il croit encore pouvoir choisir. Il croit encore être libre.
Pour comprendre comment un adolescent de Gardanne peut devenir un tueur de la DZ Mafia, il faut d'abord comprendre ce qu'est la DZ Mafia. Et pour ça, il faut remonter quelques années en arrière. Marseille a toujours connu le crime organisé. Depuis des décennies, des clans se disputent le contrôle des points de deal, ces fameux fours qui peuvent rapporter jusqu'à 100 000 € par jour. La French Connection dans les années 70, les règlements de compte des années 90, les guerres de territoire des années 2000. Mais ce qui se passe à partir de 2020 est différent, radicalement différent. Une nouvelle génération émerge. Des jeunes, souvent mineurs, radicalisés par la misère, fascinés par les armes, recrutés via les réseaux sociaux. Ils ne respectent plus les anciens codes du banditisme marseillais. Ils ne connaissent ni trêve, ni négociation, ni loyauté. Parmi eux, un groupe se distingue par sa violence, sa stratégie et sa rapidité. La DZ Mafia. Le nom vient du code téléphonique international de l'Algérie. 213, DZ. Mais contrairement à ce que certains pourraient croire, ce n'est pas une organisation ethnique au sens strict, c'est une étiquette générationnelle, un mouvement, une marque de fabrique qui unit des jeunes de différentes origines autour d'un seul principe. La violence comme langage, la terreur comme stratégie, l'argent comme horizon. La DZ Mafia ne fonctionne pas comme les clans traditionnels. Elle n'a pas de territoire fixe, pas de chef visible, pas de hiérarchie rigide. Elle est fluide, mobile. Elle recrute partout, à Marseille bien sûr, mais aussi à Lyon, à Toulouse, à Montpellier, à Grenoble. Son mode de recrutement est simple et terriblement efficace. Les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Snapchat, sur Instagram, des vidéos circulent. Des jeunes cagoulés qui exhibent des liasses de billets, des BMW volés, des fusils d'assaut, des messages qui ressemblent à des invitations. Monte, on a besoin de soldats, 300 € par jour, on te couvre. Tu vas monter, frère. Certains de ces messages atteignent des adolescents de 14 ans, parfois 13, des gamins vulnérables, en rupture scolaire, en conflit familial, en quête de reconnaissance. Des gamins pour qui ces propositions ressemblent à une porte de sortie, une chance, un début. Ils ne comprennent pas encore qu'ils entrent dans une machine qui les broiera. La DZ Mafia utilise ces jeunes comme des pièces interchangeables, des soldats jetables, des armes humaines qu'on envoie au front et qu'on remplace quand elles tombent. La stratégie est quasi militaire. Première étape, déstabiliser, s'attaquer aux guetteurs des clans adverses, aveugler le territoire ennemi. Deuxième étape, terroriser, tirer en pleine rue, brûler des véhicules, inonder les réseaux de vidéos, faire comprendre que la DZ n'a aucune limite. Troisième étape, s'emparer du four. Une fois les défenses neutralisées, prendre le point de deal par la force. Quatrième étape, maintenir la pression. Occuper le territoire, poster des tireurs, fermer les yeux de la cité par une présence massive et menaçante. Cette méthode, simple et brutale, fonctionne. Trop bien. En quelques mois, plusieurs fours tombent entre les mains de la DZ. L'argent commence à couler, des dizaines de milliers d'euros par jour. Un pactole inimaginable pour des jeunes de 17 ou 18 ans. Et c'est dans ce contexte que Matteo entre en scène. Matteo n'est pas né violent, personne ne naît violent. Mais certains chemins mènent plus vite que d'autres vers l'abîme. Le sien a commencé bien avant cette nuit de Gardanne. Il a commencé dans une cellule, derrière des barreaux, dans l'un de ces centres de détention pour mineurs où l'État enferme ses enfants perdus en espérant qu'ils en ressortent meilleurs. Souvent, c'est l'inverse qui se produit. Matteo avait 17 ans quand il est entré en détention pour la première fois. Une histoire de vol avec violence.
Rien de spectaculaire selon les critères de Marseille, juste assez pour le faire basculer de l'autre côté. En prison, personne ne vient t'apprendre la cuisine ou te donner des conseils de vie. Les seuls qui te parlent, ce sont les mecs du dessus. Les mecs qui savent que t'es jeune, influençable, paumé. Ils voient le vide dans tes yeux avant que toi, même tu le réalises. Ils savent où frapper. C'est là que Matteo a rencontré son mentor. Un homme plus âgé, plus expérimenté, plus connecté. Un homme qui lui a dit les mots qu'il attendait sans le savoir. Tu es fait pour ça. Tu as le mental. Tu es déjà un soldat. Pour Matteo, c'était la première fois que quelqu'un le regardait avec respect, la première fois qu'on lui donnait un rôle, une identité, un but. Peu importait que ce but soit la violence. Ce qui comptait, c'était d'exister enfin. Le mentor lui a expliqué comment fonctionnait le réseau. Les règles, les codes, les opportunités. Il lui a fait comprendre qu'à sa sortie, une place l'attendrait, qu'il n'aurait qu'à prouver sa valeur. Matteo a écouté. Il a appris. Il a attendu. Quand il est sorti de détention en décembre, il était déjà transformé. Le gamin maladroit qui était entré quelques mois plus tôt avait disparu. À sa place, il y avait un jeune homme froid, déterminé, prêt à tout pour prouver qu'il méritait sa place. Les clans l'avaient déjà à l'œil. Il devait de l'argent. Il devait des services. Il était leur marchepied, leur gamin à sacrifier. Et lui, aveuglé par l'illusion du respect, ne voyait pas le piège se refermer. La voiture s'arrête au bord d'un chemin de terre, juste assez loin de la route pour disparaître dans l'obscurité. À l'intérieur, 3 silhouettes. Le conducteur, main crispée sur le volant, un jeune homme masqué qui vérifie nerveusement l'arme posée sur ses genoux, et à l'arrière, Matteo. Il observe la scène comme s'il la voyait à travers une vitre. Rien ne semble vraiment l'atteindre. Rien ne semble vraiment le troubler. Pourtant, son cœur bat trop vite. Une pulsation sèche, répétée, presque mécanique. Pas de peur, pas de remords. Juste l'adrénaline animale de quelqu'un qui se tient au bord d'un précipice et qui, pour la première fois, a envie de sauter. Le téléphone du masque vibre. Un dernier message. Une ultime confirmation. Le nom de la cible. L'heure. Le lieu exact. Matteo fixe l'écran brièvement. Puis il lève les yeux vers le rétroviseur et croise son propre reflet. Un visage encore jeune, encore, presque enfantin. Rien dans ses traits ne trahit ce qu'il s'apprête à faire. Le jeune homme au masque lui tend l'arme. Il ne la prend pas tout de suite. Il regarde d'abord les doigts de l'autre. Il tremble. Malgré l'assurance affichée, il tremble. Et dans ce contraste, Matteo ressent une première satisfaction. Celle de se sentir plus froid, plus dur, plus stable que ceux qui l'entourent. Une sensation dangereuse, addictif. Puis il saisit l'arme. Le métal est lourd, plus lourd qu'il ne l'avait imaginé. Ce n'est pas un jouet, ce n'est pas un film. C'est un objet fait pour briser quelque chose dans le monde, quelque chose ou quelqu'un. Il caresse la culasse du pouce, comme s'il apprenait à comprendre la bête qu'on lui confie. Le masque le regarde, intrigué. Le conducteur ne dit rien. Matteo inspire lentement. La fumée froide de la nuit s'engouffre dans ses poumons. Il n'a pas peur, il n'a même plus vraiment conscience d'être un adolescent. Il veut exister, il veut prouver. Il veut que son nom circule. Il veut qu'on dise de lui qu'il ne tremble pas. Le masque ouvre la portière. Matteo descend à son tour. Devant eux, la ville dort encore. Les lampadaires découpent les silhouettes des immeubles marseillais. La nuit semble retenir son souffle. Matteo avance, des pas lents, réguliers, la main serrée autour de l'arme comme si elle lui appartenait depuis des années. Au bout de la rue, un lampadaire clignote. Sous cette lumière vacillante, un scooter noir est garé, moteur encore tiède. La silhouette qui l'enfourche ajuste son casque, ignorant que 2 regards l'observent depuis l'ombre. Matteo s'enfonce sur le parking. Chaque pas est silencieux.
mesuré. Sa main se crispe sur la crosse du Glock. La cible relève la tête, dérangée par un bruit. Elle n'a pas encore compris. Elle n'a pas encore vu. Matteo accélère. 3 mètres, 2 mètres, un souffle. La cible tourne les yeux. Et là, dans ce minuscule fragment de temps, le monde s'arrête. Le premier coup part. Le recul remonte dans l'avant-bras de Matteo. Un son sec, violent, qui résonne au fond de ses oreilles. La cible hurle, vacille, tombe. Un deuxième tir, puis un troisième. L'homme tente de ramper, tirant son corps meurtri vers un muret. Il laisse derrière lui une trace sombre sur le béton. Le masque appelle. C'est bon, on bouge. Mais Matteo n'entend pas. Il avance vers le corps, lentement, comme attiré. Pas par cruauté, par certitude. Il veut vérifier. Il veut finir ce qu'il a commencé. La victime gémit. Un son rauque, presque animal. Matteo lève l'arme et tire encore. 1 fois. Puis 2. Puis jusqu'à ce que le silence revienne, le masque attrape son bras. Faut partir maintenant. Matteo cligne des yeux, comme s'il revenait d'un endroit lointain, comme si quelque chose en lui venait de s'ouvrir ou de se casser. Il range l'arme sous sa doudoune. Il se retourne vers la voiture. Il ne court pas. Il ne tremble pas. Il marche. Quand il monte dans la voiture, le conducteur le dévisage avec stupéfaction. Matteo ne dit rien. Il regarde par la fenêtre tandis que la ville défile. Et pour la première fois de sa vie, il se sent existant. Pas aimé, pas respecté, mais vu. La voiture prend de la vitesse. La nuit referme ses ombres. Matteo murmure, presque pour lui-même. C'était facile. Il rentre chez lui au petit matin, les yeux cernés, les vêtements imprégnés d'une odeur de poudre et de froid. La maison dort encore. Il pousse la porte d'entrée avec précaution, comme s'il avait peur que le simple frottement du bois réveille un monde auquel il n'appartient plus. Tout semble trop calme, trop normal, presque irréel. Dans la cuisine, une lumière bleutée clignote sur le micro-ondes. Il regarde l'heure sans vraiment la lire. Les chiffres n'ont plus de sens. Son esprit est encore là-bas, dans ce parking sombre, dans ces tirs répétés, dans cette dernière respiration étranglée. Il traverse le couloir et entre dans sa chambre. Un lit défait, des baskets entassées dans un coin, une console en veille, des affiches qui parlent d'un adolescent qu'il ne reconnaît plus. Il retire sa veste et s'assoit au bord du lit. Ses mains tremblent légèrement. Pas de peur, c'est cette excitation froide, cette énergie qu'il n'arrive pas à contenir. Il revoit chaque geste, chaque son, chaque impact, et il se surprend à sourire, mais ce sourire s'efface quand la porte s'ouvre brusquement. Enzo, le petit frère, encore en pyjama, les cheveux en bataille. Ses yeux s'écarquillent en voyant Matteo assis dans la pénombre. « T'étais où ?» Sa voix est un mélange de naïveté et d'inquiétude. Matteo le fixe quelques secondes, incapable de répondre. Il y a une frontière invisible entre eux à cet instant. Une frontière qu'Enzo ne voit pas, mais qu'il sent peut-être, dehors. Un mensonge qui tombe à plat. Enzo avance dans la chambre, s'assoit à côté de son frère. Le silence s'installe. « Maman croit que t'es mieux, tu sais ?» Matteo baisse les yeux. « Ouais. » C'est tout ce qu'il répond. Enzo joue machinalement avec une paire de baskets posée sur le tapis. Il ne sait pas encore. Il ne peut pas savoir. Mais quelque chose dans l'air l'intrigue. « Tu vas rester avec nous, aujourd'hui. » Une simple question. Mais pour Matteo, c'est comme si on lui demandait de revenir dans un monde qu'il a déjà quitté. Je sais pas. Le petit frère hoche la tête, résigné. Il se lève, fait quelques pas vers la porte, puis se retourne. Tu comptes changer ou pas? Cette phrase traverse Matteo comme un éclair. Changer, revenir en arrière, redevenir celui qu'il était. Mais il voit encore le regard de la victime,
les impacts, le silence final. Il sent encore cette sensation de puissance dans sa paume, ce frisson étrange, addictif. Changer, pourquoi, pour qui? Il ouvre la bouche, mais aucun mot ne sort. Il n'a même plus la capacité de mentir. Enzo referme la porte sans attendre de réponse. Seul à nouveau, Matteo respire lentement. Il sent que certains fils ont été coupés, que rien ne sera plus jamais comme avant. Son téléphone vibre, un message, un symbole, une heure, un lieu. La prochaine mission. Il pourrait supprimer le message, il pourrait refuser, il pourrait disparaître. Mais il se lève, il remet sa veste, et en quittant sa chambre, il ne ferme pas la porte. Comme si quelque chose en lui savait déjà qu'il ne reviendra peut-être jamais vraiment. La journée avance, lourde, silencieuse, presque écrasante. Matteo marche dans Gardanne comme un fantôme. Son corps est là, mais son esprit flotte encore dans cette nuit de violence. Les familles sortent des boulangeries, les enfants rient sur les trottoirs, les voitures roulent dans une normalité presque insolente, et lui, au milieu, avance comme une anomalie vivante. Près de la gare routière, il aperçoit Ahmed, le complice involontaire, le chauffeur improvisé. Ahmed s'approche, crispé. « T'as fait quoi hier ?» On dit des trucs. Matteo le fixe sans expression. Rien. Ahmed déglutit. Ce n'est pas la réponse qui l'inquiète, c'est l'absence d'émotion dans la voix de Matteo, cette froideur nouvelle. On m'a dit de te ramener là-haut. Ils veulent te parler. Matteo hoche la tête. Il marche vers une voiture banalisée. Une Clio volée, encore tiède du dernier trajet. Avant d'ouvrir la porte, Ahmed lâche d'une voix hésitante. « Tu regrettes, parfois ?» Matteo s'arrête. « Regretter quoi, tout ça ?» Les mecs, le sang, les familles derrière. Matteo respire profondément. « Je suis bon pour ça. » Ahmed se fige. Il comprend que Matteo n'est plus le gamin perdu qu'il a rencontré il y a quelques semaines. Il est devenu un outil, une arme. Il roule vers les quartiers nord. L'air devient plus lourd, les immeubles plus serrés, les regards plus durs. Devant un bâtiment délabré, 3 silhouettes attendent. Des capuches, des bras croisés, des armes dissimulées. Le chef d'équipe s'avance, ferme la porte, on doit parler. Il monte dans une cage d'escalier humide. Les murs sont tagués. Les ampoules nues tremblent. Une odeur de fumée et d'essence flotte dans l'air. Dans un appartement abandonné, une table, 2 chaises, un téléphone posé au milieu. L'homme massif désigne l'appareil. Il t'attend. Matteo sait qui se trouve à l'autre bout, celui qu'on ne voit jamais, celui qui décide, qui vit et qui meurt. Il décroche. Une voix, calme, posée, autoritaire. « Tu m'as bien travaillé, Matteo. Maintenant, on passe à la suite. » Matteo ferme les yeux. La suite. Il savait que ce moment arriverait. Cette fois, on va te demander plus. Beaucoup plus. Tu vas entrer dans un cercle où personne ne t'aidera à choisir. Tu vas écouter quelqu'un. Tu vas voir s'il ment. Et tu décideras si on le garde ou si on l'éteint. Matteo comprend. On vient de lui confier une vie à peser. Tu comprends ce que ça veut dire. Oui, bien, parce que dans ce monde, personne ne te dira si c'est juste ou faux. On te donne les outils, c'est toi qui places la lame. La ligne se coupe. Matteo repose le téléphone. Ses doigts sont froids. Son esprit s'embrase. Il n'est plus un outil. Il devient une pièce qui compte. Il l'emmène dans un parking souterrain, sombre, froid, l'air sans l'essence et l'humidité. Au fond, près d'un pilier en béton, un adolescent est assis, poignets attachés, veste déchirée, yeux gonflés, tremblants. Quand il voit Matteo avancer vers lui, il lève la tête. Dans ses yeux, un mélange de peur pure et d'espoir désespéré. « S'il te plaît, dis-moi que tu viens m'aider. » Matteo s'arrête à 1 mètre. « J'ai rien fait, je te jure. J'ai juste parlé avec quelqu'un. Je savais pas. » Sa voix se brise.
Tu vas pas me tuer, hein? On m'a dit que t'étais jeune, comme moi. Alors peut-être que tu comprendras. Matteo le fixe sans un mot. Son visage ne révèle rien. Son esprit calcule. Comprendre. Décider. Choisir. Il observe les tremblements du garçon. Sa respiration. Son regard. Ses mensonges éventuels. Ses vérités possibles. T'as dit quoi exactement? Le garçon hésite. Trop longtemps. J'ai juste dit que je savais qu'il y avait des gens armés dans la cité, que j'avais déjà vu des trucs. C'était rien. Matteo ferme les yeux une seconde. Ce n'est pas rien dans son monde, c'est énorme. Mais j'ai pas dit de non, jamais. Matteo se relève lentement. S'il te plaît, tu vas dire quoi? Matteo inspire. Profondément. Il sent que quelque chose se joue en lui. Quelque chose d'irréversible. Il se tourne vers la voiture où les hommes attendent dans l'ombre. Puis il revient au garçon. Attends ici. Il marche vers la voiture. Alors, il a parlé. Pas à la police directement. Mais il a parlé et il a peur. Et selon toi? Matteo sent quelque chose se tendre dans son ventre. C'est ça, la décision, le point de non-retour. Je crois qu'il peut encore être utile, mais pas ici, pas comme ça. Il faut le tenir à l'écart, le surveiller, pas le supprimer. L'homme le fixe longuement. On va voir. Matteo ne sait pas si sa réponse a été bonne. Il ne sait pas s'il vient de sauver une vie ou d'en condamner deux. Mais il sait une chose, on lui a laissé choisir. Et il a choisi. Le chef lui dit, « Tu progresses vite. » Trop vite peut-être. Puis il ajoute, « Viens, on a quelque chose à faire. » Ils arrivent dans une cité qu'il connaît peu. Bâtiments massifs, façades sombres. Deux adolescents attendent, nerveux. Ils sont là pour être testés. Le chef se tourne vers Matteo. « Tu vas les évaluer. Lequel mérite d'aller plus loin ?» Matteo observe. Le premier tremble, mais reste. Le second essaie de paraître sûr, mais sa respiration rapide le trahit. Il désigne le premier. « Toi, tu passes en premier. » Le garçon blêmit mais hoche la tête. Tu marches lentement. Tu ne regardes pas trop le fourgon. Tu observes avec les oreilles, avant les yeux, et tu ne paniques pas. Le gamin s'approche du fourgon suspect. Ses pas sont hésitants, trop rapides. Son épaule se crispe. Soudain, un bruit sec. Une portière qui claque. Une silhouette qui bouge. Le garçon se fige, terrorisé. Matteo murmure. Bouge, reviens, ne reste jamais immobile. Le gamin recule et revient en courant. Le chef demande. Alors, il a paniqué, mais il n'a pas fui avant. Il a tenu. Même maladroitement, ça compte. Autour du second. Celui-ci marche lentement, maîtrisé. Il garde les mains dans les poches. L'air de rien. Mais Matteo observe un détail. Un excès de contrôle. Quand le second revient, il affirme. Il y avait deux personnes dans le fourgon. Matteo le fixe. Tu n'as pas pu voir deux silhouettes. La vitre était trop sombre. Tu as inventé pour paraître meilleur. Le gamin blanchit. Le chef sourit. Alors, qui tu prends? Matteo désigne le premier. Lui. Parce qu'il a peur, mais il ne ment pas. On peut corriger la peur. On ne corrige pas la trahison. Le chef acquiesce. Bien, très bien. Matteo vient de prendre sa première décision d'autorité. Il n'est plus un soldat. Il commence à devenir un décideur. La nuit du 2 au 3 avril marque un tournant. 3 fusillades éclatent en moins d'une heure. Castella, Égalade, La Joliette. Le carnage choque toute la France. Des adolescents tombent, des innocents aussi. Marseille étouffe sous les sirènes. Matteo est là. Au centre de la tornade. Le commanditaire lui a envoyé un message simple. Une faveur. Si tu dis non, c'est toi qui finis dans un coffre. Il monte dans la voiture. Il ne pose pas de questions. Il sait ce qu'on attend de lui. Le premier arrêt. Castellas. 2 hommes abattus devant un immeuble. Le deuxième. Égalade. 6 personnes rafalées dans les jambes. Le troisième. La Joliette.
3 adolescents criblés de balles devant un snack. Matteo tire sans hésitation. Il ne regarde plus les visages, il ne compte plus les balles, il est devenu ce qu'on attendait de lui. Une machine, une arme. Quand la nuit se termine, il ne ressent rien, ni fierté, ni remords. Juste un vide immense. Les sirènes hurlent au loin. La ville se réveille dans le sang. Et lui, il rentre chez lui, comme si rien ne s'était passé. Le lendemain, Marseille se réveille traumatisée. Les chaînes d'infos tournent en boucle. Les policiers ont le visage de ceux qui n'ont pas dormi. Toutes les descriptions convergent vers un seul profil. Un jeune, mince, cagoulé, tenant son arme comme quelqu'un qui a déjà tué. Les enquêteurs connaissent ce profil. Le gamin de Gardanne, Matteo. À l'aube, la BRI fait route vers sa maison. Ils ne s'attendent pas à un repère fortifié. Juste un pavillon tranquille avec une piscine et une balançoire. Quand Matteo est extrait, menotté, il ne montre aucune résistance, aucun étonnement, comme si cette scène faisait partie d'un scénario anticipé. Dans la voiture, son esprit est ailleurs. Il pense à Enzo. Il sait que sa chute ne s'arrête pas à lui. Au poste, l'interrogatoire est dur. Matteo nie, se ferme, joue son rôle de soldat endurci. Pendant des heures, il s'accroche à ses dénégations. Puis le commandant sort une carte. 3 cercles rouges. On a arrêté ton petit frère. La réaction est brutale. Un sursaut, une crispation, le regard qui vacille. C'est pas lui, c'est pas lui. Vous comprendrez rien. Il a jamais tenu une arme. Sa voix montée se casse, tremble. Pour la première fois, les policiers voient l'enfant sous le tueur. Si tu veux qu'on croie ta version, parle. Dis la vérité, toute la vérité. Un silence, long. Puis Matteo ferme les yeux. Et quand il les rouvre, quelque chose a changé. Je vais parler. C'est moi qui ai fait Trajan. C'est moi qui ai fait la Morlette. C'est moi qui ai tiré à Potier. C'est moi qui ai fait la Joliette. Tout, c'est moi. Arrêtez Enzo. Il a rien à voir. Les agents notent. Vous voulez savoir. Vous voulez tout. Sa voix se brise, puis remonte. Ryan, ça devait être simple. On m'a dit que c'était un mec de Yoda, que c'était un traître. Moi, j'ai pas réfléchi. On m'a dit quoi faire. J'ai fait. L'arme s'enrayait. Il criait. Il disait qu'il voulait pas mourir. Et moi, j'essayais juste de tirer, pour pas me faire tuer derrière. Il ouvre les yeux. Vous croyez que j'ai aimé ça? Non, c'est après que j'ai fait le con. Après, quand j'ai repris mes esprits. La Morlette. Je devais juste faire un strike. T'arrives. T'arroses. Tu repars. Mais j'ai vu le mec courir. Et je l'ai poursuivi. Peut-être que je voulais prouver un truc. Il baisse la tête. Et après j'ai tiré sur le vieux. Je croyais que c'était un mec du charbon. Quand j'ai vu que c'était un daron, j'ai eu un moment. Une seconde où j'ai failli courir. Mais une seconde, ça suffit pas dans ce monde. Et Potier, ça c'était sale. Le mec sur le scooter, il avait rien demandé. Il a juste regardé dans notre direction. Et j'ai tiré. Ses yeux deviennent brillants. Je me rappelle pas du bruit. Je me rappelle juste du sang sur le sol. Et du silence après. Il tape du poing sur la table. J'étais juste un gamin qui voulait être regardé. Qu'on me voie. Qu'on me respecte. Qu'on me dise que j'existe. Et la seule chose qui m'a donné ça, c'est la violence. Et quand t'es dedans, tu peux plus sortir. Le commandant demande, et la Joliette, pourquoi 3 adolescents? Matteo se crispe, hésite, c'était une faveur. Pour qui? Pour la DZ. Pourquoi? Parce que si je disais non, c'était moi qui finissais dans un coffre. La vérité est là, nue. Matteo n'était pas un tueur par vocation, il était un otage de sa dette, de son mentor, de sa soif d'exister. Tu comprends ce que tu viens d'avouer. Il hoche la tête. Je sais que vous pensez que je suis un monstre. Peut-être que je le suis, mais je suis pas né comme ça. Je suis pas sorti du ventre de ma mère avec un Glock dans la main. Il se tourne vers le miroir sans teint.
J'étais juste un gamin qui voulait être regardé. Les enquêteurs savent qu'ils tiennent une pièce maîtresse. Mais ils savent aussi que Matteo n'est qu'un symptôme. La DZ Mafia ne s'arrêtera pas avec lui. Les clans se transforment, les armes circulent, la misère reste. Matteo est conduit loin de Marseille. Il sera suivi, surveillé, peut-être protégé, peut-être abandonné. Dans son quartier, la nouvelle est reçue différemment. Certains disent qu'il a bien fait de parler pour son frère. D'autres qu'il a trahi. La police a arrêté un garçon, mais elle n'a pas arrêté le cycle. Quand le soleil se lève sur Marseille, la ville reprend son rythme. Les scooters tournent déjà. Les messages circulent. Les places sont convoitées. D'autres Matteo naîtront sous le même ciel. Matteo voulait exister. Il a réussi. Son nom fera la une. Son visage sera gravé dans les dossiers. Mais il est devenu une ombre. Un avertissement. Et l'odeur de poudre, le froid du métal, le poids d'une décision mortelle, tout cela restera en lui bien plus longtemps que les barreaux d'une prison. Comment un enfant devient-il une arme? La réponse n'est pas simple. Elle parle de misère, d'abandon, de quartiers où l'État n'est qu'une ombre lointaine, de familles brisées, d'écoles qui ne retiennent plus, de réseaux sociaux qui glorifient la violence, de clans qui recrutent des gamins comme on recrute des soldats. Elle parle aussi de ce vide immense que certains adolescents portent en eux, ce besoin d'être vus, d'être respectés, d'exister, et de ceux qui exploitent ce vide. Matteo n'est pas une exception. Il est un symptôme d'une société qui fabrique des tueurs de 18 ans aussi sûrement qu'elle fabrique des victimes. À Marseille, trop d'enfants portent des secrets qui devraient appartenir aux adultes. Et parfois, ces secrets éclatent sous les néons d'une salle d'interrogatoire, laissant derrière eux un goût amer, celui d'une enfance volée. Si tu as écouté jusqu'ici, tu comprends la complexité de ces vies brisées. Abonne-toi. Like, partage. Parce que tant qu'on parlera de ces histoires, peut-être qu'un autre Matteo hésitera avant de prendre cette arme. Et peut-être, seulement peut-être, qu'on pourra briser le cycle. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.